Bienvenue à ce huitième dîner d'apprentissage organisé par le CREMIS. Donc, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, on est le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. On est un centre de recherche qui est situé dans le centre-sud de l'île de Montréal. Et à titre, donc je m'appelle Rachel Benoît, je fais partie de l'équipe du CREMIS, là, responsable de l'organisation de cette activité avec plusieurs collègues. Et donc, à titre de rappel, je vous montre à l'écran une petite diapo. En fait, la programmation des dîners d'apprentissage, ça se veut l'une des actions posées par le CREMIS pour faire connaître différents outils qui ont été produits pour soutenir l'intervention en itinérance. La rencontre d'aujourd'hui, elle va plus particulièrement porter sur le thème de la judiciarisation des personnes en situation d'itinérance. Et ma collègue Pauline va mettre dans les prochaines, quand elle pourra, là, puisqu'elle est occupée à vous faire entrer, elle va mettre dans le chat une fiche qui a été produite par le CREMIS qui s'intitule « Accompagner des personnes en contact avec la justice ». Et cette fiche-là, en fait, elle pourrait intéresser tous les acteurs et actrices, plus spécifiquement de l'univers du bio-psychosocial. On y présente des pistes d'intervention. On pose, par exemple, d'emblée dès la première page, la question « Quel regard peut-on poser sur la réalité judiciaire des personnes en situation d'itinérance et comment peut-on intervenir ou prendre en compte, en fait, cette donne, en fait, dans notre intervention? » Donc, en fait, on vous invite à consulter cette lecture complémentaire si ça vous intéresse, puisque le dîner d'aujourd'hui est un peu différent des autres. En fait, si vous avez participé à nos autres dîners, on propose plus largement de faire un pas de côté, en fait, sans nécessairement revoir le contenu très détaillé de la dite fiche. Donc, c'est une occasion, avec différents invités, de faire un survol de leurs constats tirés d'expériences de recherche pratiques en lien avec la judiciarisation des personnes en situation d'itinérance. C'est un dîner qui va aller très vite. On en parlait juste avant de rentrer avec vous en ligne. C'est un thème qui est fort complexe. Évidemment qu'en sortant d'ici, d'autres choses pourront être dites, approfondies, c'est sûr. Donc, ça se veut vraiment une occasion pour un très large public de s'initier au thème de la judiciarisation et les importants questionnements qu'il pose. Je remercie au nom de toute l'équipe du CREMIS les invités de bien vouloir jouer le jeu et de se lancer en partageant leurs constats. Donc là, je prends 30 secondes pour vous parler en fait du profil des inscrits. On a la présence de plusieurs personnes travaillant dans le milieu communautaire, notamment dans des centres d'hébergement d'urgence, des personnes travaillant en milieu institutionnel, plusieurs CIS, plusieurs SUS qui étaient représentés du moins dans les inscriptions, des équipes itinérantes, des gens travaillant en milieu hospitalier, des gens travaillant dans différentes directions cliniques de soutien. On a visiblement beaucoup de monde qui vient de la région de Montréal, mais aussi de l'extérieur. Vraiment, en fait, là, sans être très rigoureuse dans les nombres, il y avait certainement le quart des inscrits qui venaient d'ailleurs au Québec, Bas-du-Fleuve, Gaspésie, région de Québec. Plusieurs personnes d'organismes, de réseaux, en fait, d'organismes à l'échelle provinciale et aussi locale, RAPSIM, RSIQ, pour nommer que ceux-là. Puis enfin, plusieurs personnes des milieux universitaires et collégiaux, que ce soit des professeurs, des étudiants, des professionnels de recherche, etc. Et plein d'adresses avec des Gmail ou des Hotmail. Donc, si vous êtes ici comme simple citoyen ou citoyenne, vous êtes évidemment les bienvenus. Donc, avant de laisser la parole à notre animatrice, rappel des fonctionnalités de Zoom. On commence à être pas pire, mais micro fermé, caméra ouverte ou fermée selon votre aisance. C'est possible d'ajouter votre nom. Hein? C'est toujours le fun de savoir qui est là. Si vous souhaitez engager dans les échanges, on vous invite évidemment là, à utiliser le chat à votre guise, mais sachez que de notre côté, la modération du chat ne va pas pouvoir être faite par l'équipe d'organisation de l'événement.
puisqu'on souhaite rester centré et concentré sur les présentations de nos conférenciers et conférencières. Dernier point, l'équipe de soutien technique, c'est Pauline et Camille de notre équipe qui peut vous assister. Elles sont identifiées en fait comme ça, Pauline Crémis, Camille Crémis. Donc, vous pouvez les contacter si vous avez des problèmes techniques. Donc, sur ce, je laisse la parole à Caroline Grimard, qui est professeure à l'École de travail social à l'Université de Montréal, qui va prendre le relais de l'animation du dîner. À toi, Caroline. Merci Rachel, bonjour tout le monde. Répétition, je suis Caroline Grimard, prof en travail social à l'Université de Montréal. Pour ma part, je m'intéresse plus aux manières d'habiter la ville, comment on habite la ville, même parfois sans ancrage au logement. Donc, je ne suis pas spécialiste de la judiciarisation, puis c'est pour ça que je suis ici pour plutôt faciliter la conversation, puis mettre en valeur les propos de belles personnes qui ont plein de choses à dire aujourd'hui avec des expertises absolument différentes. Donc, le thème, ça a été mentionné, je vous le redis, judiciarisation des personnes en situation d'itinérance, constat de recherche et de terrain. On a Laurent Daille, qui est l'agent conseiller au dossier en itinérance et aussi au dossier LGBTQ+, de la Division de la prévention de la sécurité urbaine, au SPVM. On va voir aussi autour de la table, autour de l'écran, pardon, Guillaume Ouellette, qui est chercheur au CREMIS, qui est aussi professeur associé à l'École de travail social à l'UQAM. Et puis, le dernier, mais non le moindre, Bernard Saint-Jacques, qui était directeur à la clinique Droit Devant et qui vogue maintenant vers d'autres terrain, je pense qu'on peut dire. Aujourd'hui, on a quelques objectifs assez précis, mais qui vont être flexibilisés autour des propos de tout un chacun, puis aussi par rapport aux questions qui vont être lancées en deuxième partie lors de la table ronde. Donc, on cherche à identifier, peut-être même savoir comment on peut identifier en fait des pratiques à privilégier au plan d'intervention auprès des personnes en situation d'itinérance qui peuvent avoir différents types de démêlés avec la justice. Ensuite de ça, on va regarder les principales initiatives qui ont été mises en place depuis quelques années au Québec qui visent justement à favoriser un relais vers des services de soutien public communautaire plutôt qu'une sanction pénale. On va aussi chercher à situer la pratique dans le contexte d'un tournant thérapeutique de la justice. Et puis, réfléchir collectivement, je pense que c'est aussi ça une des super belles visites de cette table ronde, réfléchir collectivement sur le sens que prend cette évolution-là ou le sens que prend l'ensemble de ces pratiques-là, individuelles, organisationnelles, sociétales, qui sont à mettre en place en tension avec ce qui est en place aussi. Donc, présentation de nos panélistes, on va commencer avec ça. Chacune des personnes qui sont autour de l'écran vont prendre un 15 minutes pour présenter, à partir de leur posture, les éléments principaux autour de ces objectifs-là. Ensuite de ça, on a quelques questions qui vont être dirigées à l'ensemble de ces panélistes-là. Et puis, on va laisser le micro à l'audience par après pour vous entendre et entendre les questions que vous avez ou les éléments de discussion que vous voulez amener pour tout le monde. C'est sûr que vous allez entendre un ensemble d'exemples qui sont montréalo-centrés, sauf que je pense que l'expertise puis le propos, il se déplace ailleurs qu'à Montréal. Donc, ne vous arrêtez pas à ça, si j'ose dire ça. Puis, même si vous avez d'autres réalités où vous pouvez aussi même flexibiliser les exemples pour essayer de les faire coller à votre réalité régionale. L'idée vraiment, c'est que vous puissiez avoir toutes sortes de petites prises autour de ce grand, très, très large sujet qu'on va essayer d'aborder en un temps infinitésimal petit. Mais qui nous met l'eau à la bouche. On sème des grains dans une discussion large sur la judiciarisation. Alors, Laurent, je te cède la parole pour discuter. Bonjour tout le monde, vraiment très content d'être ici avec vous aujourd'hui en cette belle journée. Je remercie énormément Mme Benoît et toute l'équipe du CREMIS de m'avoir invité aujourd'hui afin que je puisse partager mon expérience de déjà à peu près 15-16 ans en intervention auprès de la population itinérante à Montréal et depuis peu comme conseiller stratégique en itinérance pour le service de police de la Ville de Montréal. Alors, merci encore pour cette belle tribune, puis certainement un bel échange qu'on va avoir aujourd'hui. Je voudrais commencer en vous parlant parce que, bon, une des questions qui est souvent posée, c'est la réalité quotidienne des corps de police, en fait, du corps policier montréalais par rapport à
l'intervention que nous avons malheureusement souvent à faire avec la population itinérante à Montréal. Est-ce que c'est toujours nécessairement la plus appropriée? Est-ce que c'est toujours nous? Fait que, je vous ai concocté un petit peu mes idées dans ce sens-là. On pourra certainement en discuter par la suite, là, il va y avoir des échanges et tout ça, mais laissez-moi un peu vous dire ce que je pense dans un premier temps. Euh, le corps policier est souvent le premier interpellé pour à peu près tout ce qui existe en termes là, de demande à notre fameux 911. Il faut retourner en arrière. Le 911 est un numéro de téléphone à 3 chiffres, en fait, qui existe depuis 1972. Pour la plupart d'entre nous, on a été élevés à composer le 911 pour à peu près n'importe quoi. Euh, il faut se poser la question suivante. Est-ce que nécessairement on a toujours besoin de composer le 911 ou est-ce qu'on pourrait certainement regarder d'autres avenues en termes d'intervention ou tout simplement de l'aide qu'on voudrait apporter à la population itinérante? Ce qu'il faut savoir, c'est que en matière là, de cas policier et surtout celui du SPVM, quand le 911 en fait est composé par un citoyen, un plaignant, qu'importe, c'est qu'on a une obligation en fait là, de se présenter. C'est sûr qu'on peut faire des appels à partir du véhicule de police et tout ça, mais on a quand même une obligation de répondre à cette demande-là. Et souvent, la demande en matière là, quand on fait affaire avec la population vulnérable et itinérante de Montréal, bien évidemment, on est souvent confronté à est-ce que c'est une problématique de cohabitation, est-ce que c'est une problématique de comportement qui est soulevée par un plaignant qui est les citoyens. Et là, l'analyse, en fait, elle est faite à partir du constat qu'on va faire sur place. Qu'importe l'heure de la journée, qu'importe la journée de la semaine. Mais est-ce que c'est toujours le corps policier qui est le mieux outillé pour répondre à cette demande-là? Je me la pose souvent. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on est souvent les seuls à des moments très pointus dans une journée ou à des moments très pointus dans l'année qui sont en mesure de répondre dans un délai qui est quand même court à des demandes. C'est souvent le corps policier qui doit être mobilisé pour aller répondre à cette demande-là. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est avec la venue de multiples services de support, parce qu'évidemment, depuis le début de ma carrière, ça fait 23 ans que je suis policier et ça fait au moins 16 ans que je travaille avec la population itinérante à Montréal. Et depuis les 16 dernières années, bien évidemment, il y a eu la venue de multiples supports de toutes sortes, que ça vient en fait des organismes communautaires, que ça vient du réseau de la santé, que ça vient de la Ville de Montréal. Évidemment, le corps policier a développé des unités de support pour venir aider les policiers de première ligne. Parce que les policiers de première ligne, il faut savoir qu'ils sont toujours à peu près dans l'urgence. Ils ont souvent, évidemment, multiples appels en attente. Est-ce qu'on était le mieux outillé, par exemple, en 2009, lors de la venue de l'équipe Emery, puis ça, on pourra en parler un peu plus loin, de pouvoir répondre de façon beaucoup plus posée, à mieux évaluer la situation? Ben, la réponse, c'est non. Alors, c'est là qu'est venue, en fait, une réponse et la création de l'équipe Emery, et dont, en fait, je suis un des policiers fondateurs là, de l'équipe Emery par rapport à ça. La responsabilité de tous les citoyens de Montréal, elle s'arrête où et elle commence où par rapport à, en fait, elle commence puis elle arrête où par rapport, je dirais, à la compréhension du phénomène de l'itinérance. Une des réflexions que j'aimerais déjà vous semer aujourd'hui, c'est collectivement, est-ce qu'on a fait en fait un effort pour instruire nos citoyens de Montréal sur le phénomène de l'itinérance? Qu'est-ce qu'on a fait pour être capable de donner des outils pour que le citoyen qui fait affaire avec une personne en situation d'itinérance, qu'importe c'est quoi, ben, ait en fait des outils déjà en main ou à tout le moins sache comment gérer une situation et à qui il peut faire appel? Ça, c'est une question que j'ai et que je me la pose aussi en fait depuis un certain temps. Euh, Est-ce qu'on a regardé nécessairement toutes les avenues? Moi, je m'intéresse particulièrement à ce qui se fait ailleurs dans le monde en matière là, de, de- de- d'intervention ou même, je vous dirais, là, de travail avec la population itinérante. Et je vous dirais qu'on a certainement à regarder ailleurs parce que le corps policier pour lequel je travaille et pour lequel, évidemment, là, je m'implique énormément depuis les 23 dernières années, on est seulement qu'un maillon d'un continuum, en fait, d'entraide qu'on peut donner à la population itinérante. Je crois énormément dans la responsabilisation de chaque acteur
dans la vie d'une personne en situation d'itinérance parce qu'elle est multiple. Et le corps policier, évidemment, même s'il est le premier qui est arrivé sur les lieux, parce que c'est souvent le cas, bien, souvent, je vous dirais qu'on n'est pas toujours nécessairement la seule solution à l'appel qui a été logé au 911. Fait que ça, c'est un des points que je vous pose, en fait, pour une réflexion à un peu plus tard. Ce qui m'a été demandé et ce qui, évidemment, je vous dirais qui a fait la manchette la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'est sur, évidemment, toutes les différentes équipes que nous avons et qu'on a créées au service de police depuis, évidemment, 2009. Comme je vous mentionnais, c'est l'équipe Emery. Il a suivi d'autres équipes multiples, fait, des équipes en fait mixtes qu'on va appeler, qui incluaient le réseau de la santé. C'est un partenariat qui était unique en 2009 lorsque j'ai fait partie de ce début-là. Un partenariat où est-ce qu'on assoyait en fait un policier, policière et un professionnel du réseau de la santé dans un véhicule de police et dans un bureau et on leur demandait tout simplement de regarder comment est-ce qu'on pouvait intervenir différemment auprès de la population itinérante et de leur apporter une entraide. Fait on a créé Emery. On a créé par la suite l'équipe EMIC. L'équipe EMIC, c'est l'équipe du métro parce qu'on habite au Québec. Il fait froid. Bien, quand il fait froid, bien, la population itinérante doit évidemment trouver des endroits pour se réchauffer, être à l'abri des intempéries. Bien, ils vont où? Bien, ils vont dans le métro. Mais on n'avait pas mis en place quelque chose pour venir supporter la population itinérante qui allait dans le métro. Comment est-ce qu'on faisait pour les rejoindre? Comment on faisait pour les voir plus souvent, pour travailler avec eux? Ben, on a mis en place l'équipe EMIC, qui est composée, encore une fois, de policiers, des inspecteurs, en fait, des gens de la STM et aussi des intervenants, en fait, du réseau communautaire. Ça, c'est la première. Après ça, on a créé ESUP, qui est l'équipe de soutien en urgence psychosociale, qui est vraiment une équipe de deuxième ligne. Cette équipe-là, vous avez sûrement entendu parler, même vu aux nouvelles. Souvent, on fait appel à eux pour des personnes en crise, par exemple. Ben, c'est une équipe de soutien de deuxième ligne. Alors, c'est un policier policière avec un professionnel du réseau de la santé qui vient évaluer rapidement la situation de crise dans laquelle les policiers de première ligne ont été demandés sur place. C'est une équipe qui roule 7 jours semaine sur 2 quarts de travail et ils viennent vraiment donner un support aux policiers de première ligne pour mieux orienter, évidemment, tout le continuum de l'intervention de santé, en fait. Ça, c'est vraiment son rôle premier. Par la suite, ben, notre dernier, en fait, en termes là, du SPVM, c'est on a mis en place ECCR, qui est l'équipe de concertation communautaire et de rapprochement. Euh, Grosso modo, c'est qu'on revient à la plus vieille méthode policière de rapprochement avec tous les citoyens qui était la patrouille à pied. Et la patrouille à pied, en fait, c'est une des meilleures façons d'être proche de nos citoyens. Et là, oui, on est dans un thème de judiciarisation auprès de la population itinérante, mais je vous dirais, ECCR fait un rapprochement avec la communauté en général. C'est des policiers, policières qui vont à ce moment-là voir les commerçants, vont voir les résidents, vont être très, très, très visibles, vont évidemment, ont pas ne se font pas émettre en fait des appels, ils n'ont pas à répondre à des appels. Ils ne font que avoir en fait une routine de patrouille qui vont les emmener s'il y a des choses à laquelle ils doivent s'attarder dans un quartier. Fait qu'ils vont faire la résolution de problèmes et évidemment vont aller essayer de se rapprocher de la population pour mieux comprendre la situation et d'apporter des solutions s'ils sont capables et certainement faire des liens de référencement parce que c'est là le nerf de la guerre. Le corps policier ne veut pas prendre toute la responsabilité sur ses épaules. Au contraire, on prêche sur le meilleur référencement vers la deuxième et même la troisième ligne. Et c'est ça, et c'est à ce moment-là qu'on est en mesure je pense, de vraiment venir donner un support de qualité à la population itinérante qu'on peut retrouver à Montréal. C'est sûr qu'une des autres questions qui m'a été posée, c'est dans des situations de grande complexité, est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait un croisement au niveau des experts? Bien, je vous dirais, dans mon expérience de 16 ans passée sur l'équipe Emery, sans ces experts, et quand on parle d'experts, on ne parle pas nécessairement d'experts du réseau de la santé, moi je vous parle d'experts de
de partout. C'est, pour moi, c'est un non-sens de ne pas justement faire affaire avec tous ces experts-là parce que chacun a vraiment, bien évidemment, ça le dit, son expertise, mais a certainement un mot à dire dans un continuum de services qu'on peut offrir. Et un des exemples que je pourrais vous donner, auquel moi j'ai été confronté comme policier sur l'équipe Emery, ça a été plusieurs personnes qui sont atteintes en fait d'un traumatisme crânien cérébral, ce qu'on va appeler communément un TCC. Et d'être capable de déceler, d'être capable d'offrir un service, d'être capable de donner, en fait, d'orienter quelqu'un qui a un TCC, ça nécessite des experts de haut niveau dans le réseau de la santé. Ça nécessite évidemment une lecture lorsque la personne est à la rue, la compréhension en fait de son comportement, la compréhension des différents, en ce qui nous concerne, des rapports de police, d'être en mesure de vraiment bien détecter les besoins de la personne et de lui expliquer en fait dans quoi on est et que ça va nécessiter beaucoup de temps et de patience parce qu'on ne trouvera pas nécessairement les portes d'entrée, que ce soit dans le réseau de la santé ou ailleurs, facilement, parce que ça prend de l'analyse, ça prend des rendez-vous. Et c'était ça, en fait, la grande force de l'équipe Emery, et ce l'est encore aujourd'hui, c'est de prendre son temps et de ne pas forcer les choses et d'y aller avec le volontarisme et certainement à la vitesse à laquelle la personne était prête à faire ces démarches-là. Mais dans un cas, en fait, là, de TCC, la complexité, elle est, euh, elle est tellement importante que les experts qui sont en mesure de donner, en fait, un diagnostic ou tout simplement de référer et d'offrir une meilleure qualité de vie à la personne, ben, à mon sens, c'est impossible que ce soit un travail solo, c'est nécessairement un travail d'une équipe entière. Évidemment, on parle de concertation, on parle de travail de multiples. Ben, tantôt, je vous parlais de l'équipe Emery parce que je m'y réfère beaucoup. J'y étais depuis le début. C'est un système, évidemment, pour moi, tu sais, la mise en avant de la concertation, c'est une expertise qui vient en aide, je crois, à l'entièreté de la population itinérante parce que on se retrouve très souvent dans un espace de vase clos où est-ce que même si on a toute la volonté du monde, bien évidemment, on est tous contraints comme professionnels à de la confidentialité, fait qu'on ne peut pas nécessairement toujours révéler tout. Il faut faire attention, il faut y aller au rythme de la personne, il faut faire signer des documents. Et le vase clos, évidemment, et la brisure dans la communication, c'est ce qui fait que ça rallonge, dans certains cas, la possibilité d'offrir une meilleure qualité de vie pour la personne dans un délai qu'on jugerait qui devrait être plus rapide. Évidemment, l'importance de tous les acteurs spécialistes doit être présente en qu'à moi autour d'une table ou à tout le moins là, doit avoir une communication parce que euh, la population itinérante, malheureusement, dans plusieurs cas, est soumise à des troubles concomitants. Ce n'est pas seulement qu'une problématique, c'est plusieurs. La vie d'une personne n'est pas seulement qu'un chemin. Je le vois comme étant plusieurs chemins et tout dépendant de la journée et du moment dans cette journée-là, quand on la rencontre, bien évidemment, la personne dicte et il faut l'accepter, la vitesse et ce qu'elle veut améliorer aujourd'hui dans sa vie. Et si aujourd'hui, par exemple, ce qu'elle veut, c'est qu'on la réfère vers, par exemple, une désintox ou qu'on la réfère tout simplement vers une infirmière qui va faire des pansements, bien, il faut y aller à ce rythme-là. Il faut le comprendre. Et c'est possible que la démarche qu'on souhaitait faire, bien, elle ne va pas avoir lieu aujourd'hui, même si ça l'a pris 3 mois pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Bien, aujourd'hui, ce n'est pas ça, en fait, la chose que la personne veut faire. Fait que l'importance de la concertation, il faut qu'elle soit là parce que la communication doit absolument être en avant-plan. Sinon, en fait, on n'est pas en mesure d'y aller au rythme et on n'est pas en mesure de dire à tout le monde qui sont là pour aider la personne,
ben, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on ne va pas faire? Ça a été en fait notre cheval de bataille à Emery et ce qu'on a dû comprendre, que c'est un être humain qui va à sa vitesse et que le réseau et le corps policier et tout le monde, oui, on peut avoir hein, des balises, on peut se dire, ben, aujourd'hui, on a besoin de faire ça, mais on doit respecter et on doit y aller en fait à la vitesse là, et de ce que la personne veut faire. Laurent, Un je des t'arrête. derniers points, oui, et un des derniers points que je Un voudrais des soulever, derniers points, vas-y, vas-y. OK, c'est évidemment toute la question de la responsabilisation des institutions, excusez-moi, au plan de la judiciarisation. On parle souvent de la judiciarisation comme étant, en fait, le seul maillon, c'est le corps policier, mais ce ne l'est pas. Il faut aussi parler de la cour municipale, et on est très choyé, en fait, à Montréal, d'avoir une cour municipale qui a développé depuis des années des programmes absolument fantastiques qui nous permet de référer adéquatement les gens vers ces programmes-là, qu'importe en fait le type de judiciarisation que la personne doit passer à travers. Il y a la Cour du Québec qui suit son pas aussi, mais il y a aussi les agents de probation. Il y a aussi le milieu carcéral. Et dans le milieu carcéral, bien évidemment, c'est un milieu de vie qui n'est pas facile, mais qui a beaucoup d'acteurs qui vont aussi voir notre population itinérante pour les aider dans différentes sphères là, de la judiciarisation, surtout sur la sortie. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on a travaillé à Emery là, vraiment depuis nombreuses années. Fait que ce que j'aimerais juste par conclusion, puis je vais laisser évidemment la parole à d'autres, là, c'est le corps policier, à mon sens, à moi, est seulement qu'un premier maillon au niveau des instances judiciaires. C'est qu'il y a beaucoup d'autres choses qui suivent par la suite. Et dans une trajectoire qui se tient, bien évidemment, on doit tous être là pour la personne parce que la police est souvent les premiers arrivés, comme je le mentionnais, mais il y a tout le continuum par la suite qui doit être fait pour faire en sorte qu'on donne peut-être une chance à cette personne-là, même si elle a été judiciarisée, de changer en fait le cours de sa vie là, au niveau de la judiciarisation par la suite. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, Laurent. Je pense que tu as bien mis la table, que ce soit la question justement de la responsabilité citoyenne, mais aussi de la responsabilité institutionnelle des institutions, la question de l'aiguillage. Tu as parlé de type de tempo, de service, d'autodétermination aussi des personnes dans cette démarche-là. Tu as parlé aussi de solutions. Les policiers sont les premiers, les policiers et les policières sont les premières sur les lieux. Est-ce que c'est la meilleure solution, la seule solution? Je pense qu'avec Guillaume Ouellette, là, on va avoir un autre aperçu, en fait, par rapport à la recherche. Donc, je te laisserai la parole, Guillaume, en amont, la construction peut-être des problèmes sociaux, des phénomènes sociaux, puis comment on arrive à des solutions axées, des pratiques axées sur les solutions, mais nous fournir un autre regard là-dessus. Oui, merci Caroline. Merci Laurent d'avoir brisé la glace. C'était une bonne introduction. C'était aussi courageux. Donc oui, comme Caroline dit, moi je propose un petit peu un pas de recul. On arrive dans des grandes thématiques comme la judiciarisation et l'itinérance, qui sont deux grandes thématiques immensément complexes. On est très rapide à réduire ça à des problématiques sociales. Et donc, quand on parle de problématiques sociales, on arrive tout de suite en mode, on cherche des solutions aux problématiques. Comme sociologue, évidemment, moi, j'aime aborder ces questions-là plutôt comme des phénomènes sociaux, ce qui nous permet de prendre un pas de recul, puis de nous situer aussi dans où on joue. On est tous des acteurs, en fait, qui jouent sur ce terrain-là, qu'on soit citoyen, intervenant, chercheur, policier. On joue dans un panorama qui est commun. Et c'est de savoir se situer un petit peu. Donc, je vous propose, c'est ça, ce petit pas de recul-là pour arriver à aller voir un peu plus sur le terrain comment ça se passe par la suite. Donc, mon partage d'écran fonctionne? Oui? Donc, c'est ça. Peut-être juste rappeler que le système de justice dans lequel on est, en principe, veut défendre des droits universels, aspire à un traitement juste et équitable, souhaite lutter contre les inégalités, les discriminations, puis c'est un système qui veut produire la justice. Donc ça, c'est le système de justice en principe. Quand on regarde le système de justice en action, en fait, ce qu'on a fait beaucoup dans nos recherches, on se rend compte que finalement, il y a un traitement particulariste, il n'est pas toujours universel, en fait. Chaque cause est unique, chaque situation est unique.
Il y a une iniquité aussi dans le type d'accusation portée puis dans le type de défense proposée. C'est vraiment d'une cause à l'autre, ça peut être vraiment différencier, ce qui crée potentiellement un traitement différentiel, ce qu'on appelle une production d'effets systémiques pour certaines populations qui vont être surjudicialisées, par exemple. Donc, si dans le système de justice, en principe, on souhaite arriver à la justice, à l'équitabilité, un traitement à produire de la justice, ben, on se rend compte dans le système de justice en action qu'il y a des ratés, qu'il y a un système de justice qui reconduit souvent les inégalités, puis qui peut reproduire ou produire des situations d'injustice. Ça, c'est un petit rappel. L'autre petit rappel que j'aime faire aussi, c'est qu'est-ce qu'on attend de l'individu contemporain, en fait, hein? Qu'est-ce qu'on souhaite comme citoyen? On le veut productif, performant, compétitif. On veut qu'il soit responsable et autonome, évidemment, qui adopte des comportements rationnels aussi, qui se comporte en fonction d'une rationalité qui donc l'aide à faire ses choix dans la vie. Un calcul coût-bénéfice. Est-ce que si je fais ça, quelles sont les conséquences? Si je fais pas ça, quelles sont les conséquences? Et donc, qui avance comme ça. Et cette conception de l'individu contemporain est sous-jacente aussi au système de justice. Donc, on est, comme je vous dis, vraiment en amont de la problématique, mais c'est un petit rappel contextuel. On souhaite aussi que ce citoyen-là ait un toit sur la tête, un statut professionnel, un revenu avec un pouvoir d'achat, donc un réseau relationnel positif, des activités sociales, puis qui exerce son droit de vote. Dans les faits, comme on le sait, c'est un peu comme tantôt la dichotomie en principe, en action. Bon, ben l'individu, en principe, c'est ce qu'on souhaite, comme j'ai présenté, puis au revers de l'idéal, il y a des gens qui, malheureusement, se retrouvent dans la précarité relationnelle, résidentielle, professionnelle, financière. Il y a des gens sans diplôme, sans emploi, sans réseau social positif, sans lien avec des services quand ils ont des besoins assez élevés et qui ne se trouvent pas de rôle social positif dans la société. Donc, c'est un peu de cette population-là qu'on parle aujourd'hui. C'est les personnes qui sont comme pas prévues dans le grand plan normatif, en fait, et qui sont de plus en plus nombreux. Donc, pour arriver à la judiciarisation, la thématique de la judiciarisation, il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés. Ici, je prends les critères des services correctionnels canadiens, en fait, qui ont fait une liste, et on voit qu'en amont des comportements, là, même si on veut étudier le délit comme tel, ben, en trame de fond, ben, avoir été victime à l'enfance de violence, avoir eu des parents qui ont des démêlés avec la justice, une famille qui a des problèmes de santé mentale, l'absence de modèle positif. Je ne passerai pas tous les points, mais vous voyez un peu l'idée, le racisme, la criminalité dans le voisinage, l'alphabétisation, la pauvreté, être sans abri, tout ça, c'est des facteurs de risque à la judiciarisation. Donc, en amont même des délits commis, il y a des personnes qui sont plus ciblées. Ces personnes-là, en l'occurrence, si je reviens à l'autre fiche, correspondent pas mal au profil qui évolue au revers de l'idéal normatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? C'est le mode de régulation, finalement, de ces individus dits problématiques. Dans une conception plus traditionnelle, ce qu'on faisait, c'est qu'on les prenait en charge, en fait. Chaque personne était étiquetée avec une étiquette unique. Exemple, le fou, traditionnellement, était orienté vers l'asile, le criminel orienté vers le système pénitentiaire, l'indigent, qu'on appelait, ou le désœuvré, était plutôt pris en charge par les ressources caritatives. Donc, évidemment, on a laissé ce modèle-là, grand bien nous fasse aussi, parce que ça correspond aussi à la désinstitutionnalisation, à la volonté d'être plus près des acteurs, à la volonté aussi de ne plus être dans une prise en charge des personnes, mais plutôt dans un accompagnement. Et là, si on fonctionnait en mode silo, dans la prise en charge, là, on veut fonctionner en mode réseau. Donc, on veut soutenir les personnes dans la communauté, ce qui appelle à une hybridation des acteurs et des pratiques. Donc, là, on veut exactement ce que Laurent décrivait. Dans le fond, on veut mettre dans le coup tout le monde qui est présent pour soutenir la personne pour qu'elle reste dans la communauté. Donc, le réseau communautaire, évidemment, le réseau de la santé et services sociaux, puis les services policiers. J'ai pris ces trois acteurs-là parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle, qui sont des joueurs très importants dans ce panorama-là qui vont orienter la suite des choses, finalement, pour les personnes. Donc, ce qui arrive, ici, on est encore dans l'idéalisation ou l'idéal type, qu'on va dire en sociologie, de l'action réseau. Donc, ce mode d'hybridation-là qui produirait de l'équité, qui produirait un filet social autour des personnes aussi. Ce qui arrive, encore une fois, si on passe du principe en action sur le terrain, c'est qu'on se rend compte qu'un réseau communautaire qui est sous-financé depuis des années,
qui est aussi financé avec des appels à l'innovation sans cesse. Donc, il y a de la misère à se tenir à sa mission de base, à pérenniser ses services parce que le financement est souvent conditionnel à innover, créer quelque chose de nouveau, se lancer dans un nouveau projet. Et donc, un réseau communautaire qui est toujours en mode rattrapage, puis qui, malheureusement, avec le temps, assume moins son volet prévention, agir en amont des situations de problème. Puis là-dessus, Bernard pourra certainement mieux en parler que moi. Le réseau de santé et services sociaux, de son côté, ben, on a un peu le même effet, une rationalisation et un impératif de performance. Hein. On est dans une logique un peu de rentabilité de nos services. Donc, le service doit donner des solutions. Une rigidification des critères d'accès. Donc, il faut vraiment avoir des problématiques qui sont cadrées dans l'offre de service, donc, et encoder sa problématique dans l'offre de service pour avoir des services, avec une liste d'attente immense, souvent pour des services spécialisés. Et on ajoute à ça la pénurie de main-d'œuvre, évidemment, qui frappe partout. Donc, il y a d'autres critères qu'on pourrait parler. D'un autre côté, on a les policiers. Donc, là, vous vous rappelez de l'écosystème que je faisais, donc l'hybridation des pratiques entre le communautaire, le réseau santé, services sociaux et les policiers. Et on a des policiers qui, comme Laurent le décrivait, sont sur le terrain en permanence, avec des équipes spécialisées qui n'ont pas de liste d'attente, en fait, puis qui sont dotés de ressources humaines et financières et matérielles quand même assez importantes. Donc, il y a un déséquilibre là, au niveau de l'écosystème de l'intervention auprès des personnes en situation d'itinérance. D'un autre côté, on a un phénomène aussi qu'on appelle le tournant thérapeutique de la justice, qui correspond à peu près à ce que je vous ai décrit là, qui est l'idée que le système de justice peut régler les problèmes sociaux et est bien outillé pour le faire. Donc, ça, c'est un mouvement qui dépasse vraiment la réalité québécoise. C'est un mouvement qui nous vient des États-Unis et dans lequel on a emboîté le pas aussi. Et donc, c'est la consécration, c'est ça, du système de justice avec des appareils de plus en plus fins, des tribunaux spécialisés, une meilleure séquence, un meilleur continuum, une meilleure organisation, une coordination de l'action. Le système de justice qui se présente comme un grand régulateur, finalement, plus légitime que les autres, à la rigueur, de régler les problèmes sociaux. D'un autre côté, on rappelle que les policiers sont sur le terrain, témoins et acteurs des situations problèmes 24/7. Et on a le tournant communautaire. Je pense que Laurent l'a bien décrit, là, des policiers au visage humain, en fait, qui souhaitent se rapprocher des citoyens, collaborer avec les autres organisations, participer à la résolution de problèmes, puis évidemment faire de la prévention aussi. Donc, ça, c'est les intentionnalités. Sur le terrain, c'est un peu plus compliqué que ça. Et là, je vais me référer à un article qu'on a publié en 2021 pour vous dire un peu ce que les policiers pensent de ça. Parce que finalement, si on comprend bien, oui, le communautaire est là, oui, le santé et services sociaux sont là, mais les policiers sont quand même surexposés à ces situations-là et doivent faire avec. Et souvent, on va faire une opposition dichotomique entre bon, la police et le communautaire, entre la police, la santé et services sociaux, tout ça. Et je trouve ça, encore une fois, c'est réduire le phénomène à une problématique un peu dichotomique qui nous enferme dans des pièges. Dans la recherche qu'on a faite auprès des policiers, on se rendait compte que ce rôle par défaut hérité des policiers ne satisfait pas tout le monde, en fait. D'un côté, les policiers constatent qu'ils font de plus en plus de ce qu'ils appellent la relation d'aide. 70% des appels seraient liés à de la relation d'aide. Les policiers vont nous dire, donc là, c'est des citations carrément de policiers qu'on a eues lors de Focus Group. Là, je ne m'épancherai pas sur la méthode, on pourrait poser des questions à la rigueur là-dessus. Puis, on va vous référer à l'article par la suite. Donc, un policier patrouilleur qui nous dit, bon, ben, il n'y a personne qui s'en occupe, qu'est-ce qu'on fait? Il se ramasse dans la rue. On doit s'en occuper, pas le choix. On va faire les appels, on va essayer de le placer quelque part. Donc, ça, c'est un constat on est au front. Un policier qui nous dit, bon, ben, c'est de plus en plus complexe, dans le fond, si on avait juste des itinérants, des toxicos, des déficients intellectuels, ça serait facile. Mais là, on a un déficient intellectuel qui est intoxiqué et qui est itinérant. Donc, sans parler des Autochtones, des Inuits qui s'ajoutent à ça, c'est rendu compliqué à gérer. C'est ça le problème, on s'enlise. Donc, un sentiment que, finalement, l'action réseau ou l'hybridation a des bonnes ratées, tu sais. Une policière qui nous disait aussi que c'est rendu qu'elle allait voir dans le frigo de la personne, est-ce que la personne a du lait, est-ce qu'elle a tout ce qu'il faut. Elle dit, ben c'est correct, ça fait partie de ma personnalité, mais ça me fait plaisir, mais c'est pas normal que ce soit la police qui fasse ça. Donc,
On a des policiers, encore une fois, qui constatent à quel point ils ont les mains dedans, mais à quel point ils ne sont pas nécessairement les bonnes personnes ou les bons interlocuteurs pour gérer ces situations-là. On continue avec le patrouilleur qui nous dit on joue un grand rôle de travail social, mais ce n'est pas le rôle du policier. Donc, une remise en question de c'est quoi notre rôle finalement? On s'y perd un peu, même si on est dans une équipe mixte dans ce cas-ci. Il y a tellement de manque de ressources à un moment donné, nous, on prend en charge la personne. Là, on fait les démarches. Donc, un autre policier qui lit le phénomène en disant je pense qu'on essaie de nous transposer une partie de ce qui ne fonctionne pas dans le réseau de la santé et services sociaux pour mettre sur le volet sécurité publique. Donc, quand je vous dis déséquilibre dans le mode de gestion réseau, ce patrouilleur-là avait cette même analyse-là. Étonnamment aussi, les équipes hybrides, des fois on en parle, les équipes mixtes qui veulent prendre l'avant, qui veulent faire la prévention. Laurent nous a parlé de l'équipe Emery, sauf que quelqu'un justement de l'équipe Emery nous disait moi je rêve qu'il n'y en ait plus d'équipe mixte, en fait, qu'il n'y ait plus d'Emery, qu'il n'y ait plus des UP. C'est correct, on a débuté quelque chose, ça a porté ses fruits, mais on dépasse largement nos responsabilités, notre mandat. Donc, la personne continue en disant que là, le relais doit être pris par Santé et Services sociaux et on doit soutenir le réseau communautaire là-dedans aussi. Donc, ce qui nous amène ce constat-là, on en a plein les mains, puis ça déborde, puis on ne sait pas trop quoi faire. On fait avec par défaut. Ça nous amène à la question de la judiciarisation. Le policier va dire la judiciarisation, c'est en dernier recours, ça dépend toujours des situations, mais ça reste une option. Après tout, ce sont des policiers qui sont liés au système de justice et la judiciarisation est un levier. Même constat. Je fais de l'intervention au quotidien sur la rue avec ces clientèles-là. C'est une tristesse épouvantable. Donc, le constat, encore une fois, que c'est triste et déplorable qu'on en soit là. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix de judiciariser. On est rendu là, c'est plate d'en arriver là, mais ça fait partie de la solution. Donc, la judiciarisation et plus largement la consécration du système de justice pour légitimer la gestion des problèmes sociaux. Un autre policier nous dit, parce qu'on a beau à la base être en relation d'aide, donc 70% de relation d'aide, mais à un moment donné, il y a une limite infranchissable. On n'a pas le choix d'intervenir en judiciarisant. Donc, on le voit bien, l'entonnoir se referme. Et encore une fois, les policiers, face aux problèmes sociaux un peu par défaut, en arrivent avec leur mode de régulation par défaut, la judiciarisation. Après, un coup qu'on judiciarise, on se dit, il y a quand même des cours spécialisés, il y a des avocats qui vont prendre la suite des choses, tout ça. Fait que dans le rapport, on va faire des recommandations. On laisse des notes au procureur pour dire, cette personne-là a un profil X, il faudrait considérer ça dans le geste qu'elle a commis. On n'est pas commissaire, on n'est pas juge, mais on essaie quand même d'influencer un peu la suite des choses pour cette personne-là, qu'elle soit bien orientée, qu'on réponde à ses besoins. Puis, encore une fois, dans l'idée que le système de justice a moins de ratés, finalement, que le système de santé et services sociaux, le policier nous dit, c'est drôle, des fois, on a plus facilement accès à une ressource suite à une judiciarisation, après un passage au tribunal. Donc, la judiciarisation pour accéder à des services, c'est quelque chose qu'on entend très, très souvent sur le terrain, du côté des acteurs du système de justice, mais du côté des acteurs psychosociaux aussi. Donc, cette impression-là qu'il y a pratiquement un fast track pour avoir des services en judiciarisant. Après, il faudrait voir de quel service on parle, puis est-ce que cette rhétorique-là tient la route au niveau empirique. Du côté de la recherche, on a des bonnes... on peut en douter, en fait. On a des bonnes données pour en douter du bienfait de la judiciarisation pour accéder à des services. Guillaume, est-ce que tu arriverais à nous conclure, peut-être à nous amener vers où on va avec ce type de pratique-là, puis qu'est-ce qui est souhaitable? Oui, tout à fait. Vers où on va, je ne sais pas trop. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que, puis on finissait l'article comme ça, en bout de ligne, faute de produire des effets thérapeutiques, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on produit chez la population vulnérable. Les policiers continuent d'assumer un rôle qui a été octroyé historiquement, celui de gérer les inutiles au monde. Là, je reviens au début de la présentation, au fait qu'on souhaite des citoyens productifs, performants, compétitifs, autonomes et responsables, et il y a une frange de la population qui ne correspond pas à ça. Donc, on se retrouve dans ces situations-là. Merci, wow! Donc, tu nous as présenté un peu les personnes en situation d'itinérance comme étant une figure au revers de l'idéal citoyen, puis comment la construction, en fait, des individus qui sont dits problématiques, qui sont construits comme étant problématiques, ça l'amène des réponses qui sont tout autant et pas idéales, qui sont
à l'inverse de l'idéal, comme la construction, en fait, de ces individus-là. Tu parlais de mode CEO versus mode réseau par rapport à l'intervention, mais c'est une idéalisation de la même façon qu'on idéalise un individu contemporain qui fonctionne le mieux possible, mais ni le mode réseau a tous les moyens pour fonctionner de manière idéale, ni les individus, en fait. Et puis, je pense que ce qui était très intéressant aussi, c'est ton idée de décristalliser les oppositions qui sont dichotomiques. En fait, comme toujours, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Oui, puis Merci peut-être pour ça. le petit mot de la fin, c'est aussi d'arrêter de coller aux policiers, aux organisateurs, aux agents intervenants communautaires, au réseau de la santé, la responsabilité de se situer dans tout ça. C'est plus comme au niveau sociétal, est-ce qu'on peut avoir un débat sur qu'est-ce qu'on fait? Après, on parlait de financement tantôt. C'est tout l'argent des contribuables, hein, cette répartition des enveloppes budgétaires. Puis ça, on semble oublier parce qu'on fait une espèce de compétition d'enveloppes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un débat de société sur le fait que qu'est-ce qu'on est en train de produire quand on se comporte comme ça. Qu'est-ce qu'on est en train de produire, qu'est-ce qu'on veut produire. Puis je pense que c'est une super belle transition vers Bernard, où toi, tu as tout un ensemble de choses à alimenter pour alimenter cette discussion-là par rapport à des expériences vécues de personnes. Bernard, je te cède le micro. Merci, merci de l'invitation du Crémis pour aborder cette question-là. Je vais essayer d'aller en continuum. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé jusqu'à maintenant, c'est le mot profilage. Je pense qu'il est assez bien admis chez plusieurs acteurs, notamment communautaires, pour décrire l'action policière, c'est-à-dire de viser, d'agir de façon avec un traitement différentiel avec des personnes, que ce soit dans une perspective thérapeutique, c'est-à-dire de les judiciariser pour les mettre dans le système de justice, ou par stigmatisation de petits délits mineurs commis par des populations qui sont à la base marginalisées. On a beaucoup parlé de la répression, des contraventions au début des années 2000, parce qu'on avait vu un pic d'augmentation de l'émission de contraventions émises à des populations sans abri et tout. Et rapidement, on a fait le discours, on a développé le discours et on a changé un peu le paradigme pour carrément parler en termes de profilage. Fait que, je pense qu'il faut l'avoir aussi tout le temps en tête dans le discours et dans la discussion qu'on a maintenant. Puis pourquoi je le mentionne maintenant, c'est parce que mon orientation de discours renvoie un peu plus à la fiche. C'est-à-dire que dans ce système contraignant avec tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est quoi la façon qu'on peut intervenir dans le système pour rendre ça le moins désagréable possible, je dirais, pour les personnes. Puis c'est évident que quand on essaie de rentrer en relation d'aide ou d'accompagnement, par exemple, social, d'intervenants sociaux, qui soient du réseau de la santé ou du communautaire, bien, l'éléphant dans la pièce va automatiquement se retrouver à être cette notion de profilage, c'est-à-dire cette notion de stigmatisation d'une population pour l'intégrer dans un système. La majorité des personnes qui vont vouloir se dépatouiller avec le système n'auront pas l'énergie, n'auront pas l'urgence ou ne seront pas dans une situation où elles vont pouvoir combattre l'injustice qui peut découler de cette discrimination-là. Donc, vont avoir recours à des moyens de base pour sortir du système de justice ou voire même des programmes sociaux. C'est une panoplie de programmes sociaux qui existent maintenant en milieu judiciaire. Donc, il y a beaucoup de questions, notamment dans la fiche, qui vont bien avec l'approche de conception plus contemporaine dont parlait Guillaume Ouellet. Je pourrais dire qu'il y a une certaine humanisation du système de justice dans ce contexte-là, mais évidemment, il arrive avec évidemment ces grandes contraintes aussi. Fait que moi, je suis plus de ce champ-là, d'avoir autant eu à traiter avec les sources du profilage, donc les enjeux qui se passent dans l'espace public, les pratiques policières elles-mêmes, que la manière de le travailler au niveau du système de justice. Beaucoup à travailler aussi particulièrement au champ pénal, les fameux tickets que reçoivent les populations en situation d'itinérance et les petits délits criminels dont ils font l'objet. Donc, mon action s'est beaucoup faite au niveau des personnes en situation d'itinérance, puis aussi en lien avec toute la multiplication et l'augmentation des programmes sociaux à la Cour qui visent toutes ces populations marginalisées et vulnérables que vous avez dû entendre parler, là, les pages, les programmes de mesures de rechange général, qu'ils soient en santé mentale, en toxicomanie, en itinérance ou dans ces autres volets-là et tout. C'est tout un cadre dans lequel on doit maintenant aujourd'hui intervenir. Fait que, puis même, je dirais qu'à la limite, quand on parle de profilage, c'est un peu particulier que justement, tous ces programmes sociaux-là
et les équipes mixtes qui ont été créées, ils ont été créées en parallèle ou à peu près en même temps où on s'est mis beaucoup à discuter, où est arrivé ce paradigme du profilage vers la fin des années 2000 et qui s'est excessivement déployé là, tout au long des années 2010. Fait que, mon exposé pour l'instant, dans la table ronde, on pourra discuter plus largement. Je vais plus me concentrer sur la posture d'intervention en milieu judiciaire des acteurs sociaux qui interviennent, qui accompagnent tant bien que mal les personnes dans le système judiciaire et aussi les fameux programmes à la Cour, dont il y a beaucoup de questions dans la fiche là, sur ce nouveau modèle d'accompagnement social en milieu judiciaire. Bref, quand une personne tombe dans les mailles du système judiciaire, est-ce qu'elle peut fitter dans un programme dans lequel elle sera accompagnée, puis si elle peut évoluer dans ce programme-là ou montrer une amélioration générale de sa situation, que ce soit en toxicomanie, en santé mentale ou autre, en itinérance, on en a aussi, bien, moyennant cela, on peut négocier une atténuation, une baisse, une peine plus clémente par rapport à sa situation ou au délit qu'elle a précédemment commis. Ça, c'est le modèle d'ensemble qu'on retrouve là, avec le fameux programme de mesures de rechange générale, entre autres, qui est un petit peu partout au Québec aujourd'hui, puis qui est géré au niveau social par les Équijustice. C'est le cas des pages. On en a beaucoup, par exemple, à la Cour municipale de Montréal, notamment le page SM en santé mentale. Puis moi, on a beaucoup l'expérience en itinérance et avec la clinique droit devant où j'ai œuvré avec le PAGIC, qui est le programme accompagnement justice itinérance à la Cour. Fait que, ces programmes-là qui s'intègrent bien dans ce que Guillaume appelait cette espèce de conception contemporaine, ça a vraiment changé beaucoup de choses parce que ça a amené que les acteurs sociaux sont plus présents à la Cour. Il y a une plus grande concertation entre les différents acteurs, mais tout centré autour de la problématique qui pourrait être en amont ou à la base du fait que la personne se soit retrouvée à la Cour. Fait qu'évidemment, beaucoup de limites dans ces programmes-là qui sont un peu exposées dans la fiche, mais que je veux les ressortir parce qu'elles participent vraiment à ces enjeux dans lesquels les intervenants, entre autres sociaux, doivent composer. Donc, il y a toute la question du volontariat. Jusqu'à quel point il y a volontariat quand on contraint une personne à faire quelque chose pour peut-être avoir éventuellement une atténuation de sa situation judiciaire. Il y a toute la question de la confidentialité, une panoplie d'intervenants et intervenantes qui vont être appelés à intervenir autour de la personne. Quelle information est faite là-dessus? Jusqu'à quel point on respecte les perspectives de confidentialité puis le respect de la personne là-dedans. C'était toujours un peu difficile de mesurer le degré réel ou l'avantage, le bon deal entre, par exemple, le fait en ce qu'on demande à la personne de faire en contrepartie d'une baisse, d'une atténuation de sa situation judiciaire. Ça, je pense que c'est quelque chose qui était très difficile à évaluer là, autant dépendamment des types de programmes qui sont mis en place que dans les situations individuelles des personnes. Il y a évidemment, comme je disais, la question aussi du profilage qui est complètement évacué, c'est-à-dire qu'une personne qui nous amène et qui nous parle un peu de la situation puis des bases, par exemple, du harcèlement policier qu'elle a pu vivre en parallèle au délit dont elle a été accusée et tout ça, cette question-là va être évacuée. On va juste se demander, OK, ta situation s'améliore-tu? OK, elle s'améliore. On ne revient plus sur la cause. On ne peut plus le défendre. On ne peut plus décrier, par exemple, une situation où on se considère avoir été victime d'injustice ou de discrimination. Ça, c'est sûr que c'est un des enjeux aussi. Fait que ces aspects-là font partie un peu des limites de ces programmes-là, mais ces programmes-là sont très à la mode, entre autres, aujourd'hui, parce que pour une personne qui est rendue à un moment spécifique de sa vie, ou mettons dans une perspective où elle va sortir de la rue, être à un certain niveau, souvent, ça va peut-être valoir, si on regarde l'ensemble de sa situation, les contraventions qu'elle a accumulées ou les accusations criminelles qu'elles ont, bien, ça peut peut-être constituer quand même une bonne porte de sortie. Puis c'est là où on joue, puis les expériences à la clinique droit devant, souvent, c'est de dire est-ce que justement cette personne-là, est-ce que ça vaut la peine qu'elle fasse le programme ou pas pour elle? Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet? Mais il y a quand même un potentiel immense, justement, de baisse de situation judiciaire, de fardeau judiciaire, moyennant des démarches menées. Et bien, évidemment, il peut y avoir quelque chose d'intéressant là-dessus. Il y a évidemment, comme on le dit, une humanisation du système de justice qu'il ne faut quand même pas nier. Là, on n'est pas dans une cour à gros volume où les gens défilent, où il y a une ambiance qui va être très différente dans un cadre d'un programme spécifique où on va s'intéresser au vécu de la personne plutôt qu'à ce qu'elle ait simplement commis tout le temps. C'est aussi une occasion, je pense aussi pour les intervenants et intervenantes de mettre à contribution vraiment leur expertise clinique. C'est un peu ça que je veux voir avec. Moi, j'émane de la clinique droit devant. La clinique droit devant, c'est un organisme montréalais qui est né en 2006.
Puis à l'époque, on faisait beaucoup de travail pour essayer de faire face à toute la réalité judiciaire des personnes, à combattre les pratiques de profilage social et de judiciarisation, particulièrement avec le RAPSIM, le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Mais c'est en même temps poser la question, bien, sur une base individuelle, est-ce qu'on peut faire venir en aide aux personnes puis les aider dans leurs difficultés judiciaires? Fait que c'est sûr que on a mis en place un organisme d'accompagnement social en milieu judiciaire pour les personnes en situation d'itinérance puis de sortie de rue. Fait que, évidemment, à cette époque-là, les programmes à la Cour n'étaient pas encore aussi disponibles qu'ils l'ont été, mais on le voit même aujourd'hui, une bonne part du travail de la clinique se fait dans le cadre des programmes existants, particulièrement le PAGIC à la Cour municipale aujourd'hui, parce qu'évidemment, il devient incontournable de par le monde qui passe par le flot en termes d'accusations criminelles et de tickets qu'ils reçoivent dans l'espace public. Fait que la clinique, à la base, elle, fait un travail beaucoup d'information, de vulgarisation de la situation judiciaire en matière pénale et criminelle pour les personnes sans abri. Il y a toute l'espèce d'aide aussi au niveau de la régularisation de la situation judiciaire. Évidemment qu'avec les programmes, on a un petit peu plus d'options aujourd'hui qui se posent, mais à la base, on n'en avait vraiment pas beaucoup. On en a encore assez peu, mais on parle souvent d'une entente de travaux et d'entente de travaux compensatoires ou une entente de paiement, d'accompagnement social à la Cour, qui soit peut-être des fois pour de la contestation de tickets dans certains cas, ou sinon pour justement aller relever un défaut mandat ou en matière criminelle ou des choses comme ça. L'idée est beaucoup de faire un accompagnement, un soutien moral à la personne, tout en tâchant de voir à la vulgarisation de sa situation judiciaire et de l'accompagner là-dedans. On travaille aussi beaucoup à la formation des intervenants communautaires et à la sensibilisation des acteurs judiciaires. C'est un milieu qui était, je pense, qui était important aussi à la clinique, justement parce qu'on fait le pari que d'outiller au système judiciaire au moins minimalement des intervenants sociaux, puis à valoriser l'accompagnement social, bien, ça va faire plus d'espace et une plus grande ouverture pour les personnes. Donc, et aussi, bien, dans tout cela, bien, évidemment, il y a le PAGIC, entre autres, qui est le programme d'accompagnement justice itinérance à la Cour, qui est né en 2009-2010, qui a commencé à se développer et avec lequel on compose maintenant. Fait que dans l'approche qui nous pose, puis je trouve que c'était ça qui était intéressant au niveau de la fiche, je pense qu'il faut penser de certains aspects de l'intervention sociale à proprement dit. Et puis pour ça, bien, je pense qu'il faut avoir en tête l'espèce de, entre autres, le caractère bénin des accusations que font face les personnes. Il faut penser aussi à la stigmatisation dont elles ont été victimes quand elles ont eu leurs accusations. Et en ce sens-là, bien, notre rôle comme personne qui travaille avec elles, c'est de faire attention à la philosophie d'intervention par laquelle on va intervenir. Et là, je reviens sur une notion qui, je pense, est importante, c'est d'avoir une espèce d'approche qu'on appelle plus de défense de droit. Puis quand je parle de défense de droit, c'est d'aller toujours le plus possible dans une perspective d'information et de vulgarisation de la situation judiciaire, de pouvoir donner la place à la personne pour qu'elle puisse exposer sa réalité, qu'est-ce qu'elle vit, comment ça s'est passé, au meilleur de sa connaissance et de la façon dont elle veut le faire, puis de l'accompagner justement dans le processus judiciaire. Donc, ça implique, entre autres, de faire attention à comment on se positionne par rapport à la personne, c'est-à-dire de toujours être en posture à côté plutôt que de parler à sa place. Il faut laisser le plus possible de l'espace pour parler à la personne dans le système judiciaire. C'est souvent ce qui est évacué beaucoup dans les programmes actuels. On parle souvent à la place, on voit souvent, par exemple, des acteurs de la Cour, les procureurs qui ne voient pas du tout les personnes interagir là-dedans. C'est aussi une question, faire attention de la manière dont on peut viser l'autonomie de la personne. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je pense qu'une des choses importantes, entre autres, c'est de donner l'opportunité à la personne, si elle ne veut, de ne rien faire face à sa situation judiciaire. Ça peut être vraiment une solution pour elle de faire ça, qu'elle n'est pas rendue là, puis qu'on en tienne compte. C'est souvent le problème en milieu judiciaire, on veut penser à la place de la personne, c'est souvent le rôle ah, mais oui, mais tu as telle contrainte, tu devrais aller vers ça, alors que la personne est beaucoup plus à même, puis ça, on ne le dit pas assez, de voir qu'est-ce qui est possible pour elle, qu'est-ce qu'elle veut faire, puis où est-ce qu'elle en est dans sa vie. Puis souvent, dans certains cas, d'attendre, de ne pas faire quelque chose tout de suite, ne va pas nécessairement être si plus pénalisant que ça. Et ça lui donne le temps de penser à d'autres choses, se préoccuper de sa vie de rue, où est-ce qu'elle est, des fois encore très présente et tout ça, puis de pouvoir faire face à la situation plus tard.
L'autre aspect, c'est de toujours toujours la traiter comme une personne à part entière. Puis ça, c'est un peu le défaut aussi même des intervenants sociaux dans certains cas. C'est qu'on prend pour acquis que la personne est criminelle à la base parce qu'elle a causé, elle a fait un délit. Alors que, dans le fond, le regard pourrait être beaucoup plus en amont, plus large que ça. Puis que justement, c'est important de ne pas être dans cette posture-là de personne criminelle, surtout si on sait, sachant souvent les circonstances dans lesquelles cette personne-là a pu être judiciarisée. Fait que dans le fond, un travail qu'on avait fait avec la clinique, notamment sur une posture qu'on a défendue en défense de droit, qu'on s'attend de la part des intervenants et intervenantes sociaux qui accompagnent en milieu judiciaire, c'est de dire que c'est plus tant la finalité du dossier judiciaire qui prime de la personne, mais bien le respect de son autodétermination. C'est un petit peu ce que je voulais vous amener jusqu'à maintenant. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur plusieurs aspects. Peut-être une petite dernière chose à dire très concrètement, c'est que je pense qu'il faut faire la distinction avec les acteurs judiciaires, le travail, par contre, par exemple, des avocats de la défense, où, évidemment, il y a un travail qui est très important. Il faut qu'une personne intervenante ne peut pas se suppléer à un avocat. Hein, il y a toujours cette notion de conseil juridique versus information, vulgarisation juridique. L'intervenant peut rentrer dans l'arène d'informer sur les possibilités, sur les choses, mais ne peut pas conseiller, donner un avis spécifique au niveau judiciaire. Il y a cette façon-là qui est différente d'intervenir, mais qui a aussi son intérêt de par le fait qu'elle va s'intéresser davantage à ce qui est en amont, que contrairement, par exemple, à l'acteur judiciaire ou à l'avocat de la défense, à sa question, à sa façon de, au niveau judiciaire, qu'est-ce qui est important pour la personne, voire même des fois de penser un peu à sa place. Fait que je m'arrête là-dessus pour l'instant, puis on pourra discuter en table ronde sur le reste, sur des enjeux plus en amont, avant la judiciarisation, comme celle qui vient après ou après la prison dans certains cas. Oui, je pense que c'est un continuum, hein, à la fois tout ce qui se passe dans notre construction sociale avant, puis les conséquences très réelles hein, sur des personnes bien humaines qui sont très souvent au croisement aux intersections des oppressions. Bernard t'a dit plein de choses, tout comme les autres personnes, absolument intéressantes. Tu as parlé de profilage, de traitement différentiel, tu as parlé, j'ai adoré, se dépatouiller avec le système. Et puis aussi de l'humanisation des cours de justice, mais en même temps, ça demeure peut-être un labyrinthe, puis comment, en fait, différents acteurs, actrices peuvent arriver pour mieux soutenir, mieux accompagner les personnes, toujours dans un principe d'autodétermination. Les trois, hein, à votre manière, vous avez mis les personnes au centre hein, de la discussion, puis comment, en fait, on peut faire pour mieux accompagner en fonction de vos champs et vos expertises différentes. Mais comment qu'on fait pour mieux faire ce qu'on fait? Je retiens trois idées de nos panélistes avant de de vous renvoyer un petit peu des questions. Là. La police, elle est la première sur les lieux, mais c'est peut-être pas la meilleure actrice ou la seule actrice hein, qui devrait agir. Laurent, donc c'était Laurent. Guillaume t'a parlé de qu'est-ce qu'on fait avec ce déséquilibre dans l'écosystème de l'intervention. Et puis, Bernard, tu nous dis, ben, dans les faits, il y en a de la judiciarisation, il y en a du profilage social, donc, et c'est difficile de circuler dans le système judiciaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On voit cette tension perpétuelle hein, entre la construction des problèmes sociaux sur lesquels on tente hein, de trouver des solutions, puis en même temps, quand on fait un pas de côté, ben, on voit que c'est des phénomènes sociaux qui existent depuis longtemps et qui sont tellement complexes qu'ils ne peuvent pas recevoir qu'une simple solution. Avant d'ouvrir les questions à la salle, j'aimerais vous retourner ça à vous. Hein. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça d'un point de vue de l'intervention, d'un point de vue de l'administration, d'un point de vue des pratiques, d'un point de vue de la pratique? Comment qu'on fait pour mieux accompagner les personnes? Vous allez poser la question, je pense, aux autres, mais je me permettrai de vous reposer la question, puis peut-être ça vous permet aussi de reprendre certains éléments de votre propos que vous n'avez pas eu le temps de conclure parce que je pense que ça va vite, les présentations. Laurent, est-ce que je te relance le micro? Peut-être as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Tensions, problèmes sociaux, pratiques, faits sociaux, construction, labyrinthe. Oui, c'est un grand labyrinthe, ça c'est clair. Je remercie mes deux collègues aujourd'hui pour les propos, puis en fait, sérieusement, leur pensée intellectuelle là, sur ce qu'on jase aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Je pense qu'il faut avoir cette ouverture-là pour être en mesure de mieux comprendre, puis à tout de moins faire d'autres réflexions et d'autres pensées. C'est sûr que
je travaille dans un milieu policier depuis 23 ans. J'ai un attachement particulier, en fait, à la population vulnérable. C'est une des raisons pour laquelle je suis devenu policier, c'est de voir vraiment dans l'aspect là, de servir et protéger. Mais c'est sûr que nous avons des contraintes en corps policier. On a quand même un redevable, on a quand même, quand on a un appel, je l'ai mentionné tantôt, on se doit de se présenter. On ne peut pas faire abstraction et dire, ben non, on ne se présentera pas parce qu'on va appeler quelqu'un d'autre pour y aller à notre place. C'est pas comme ça le système a été monté. Est-ce que c'est le meilleur système? La réponse est peut-être qu'il y a amélioration. Il y a certainement d'autres choses qu'on peut mettre en place. Mais une des choses avec l'expérience que j'ai, que je me pose encore, puis je l'ai mentionné tantôt, c'est qu'avons-nous fait pour donner des outils à nos citoyens et citoyennes de Montréal pour justement prendre ces décisions-là entre leurs mains avant d'appeler le 911? Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça? Est-ce qu'on est en train justement de faire quelque chose? Est-ce que, tantôt, je le mentionnais, tu sais, on a le doigt rapide sur les 3 chiffres là, du 911. Est-ce qu'on peut créer en fait une espèce de tampon de temps avant de composer le 911, de regarder est-ce qu'on a d'autres numéros? Est-ce qu'on a des acteurs qui passent dans les rues auxquelles on peut faire affaire, qu'on connaît? Est-ce qu'on peut avoir l'audacité comme citoyen d'aller voir la personne et d'avoir une discussion avec avant de sauter à des conclusions peut-être qui ne sont pas là? Bref, il y a beaucoup de choses. Tu sais, je le dis souvent, le cas policier est le début en fait d'un continuum parce qu'une fois on a embarqué dans cette intervention-là, oui, souvent on va le dire, on se doit de trouver des solutions. Et encore plus dans un contexte québécois avec une météo qui change continuellement, où est-ce qu'il y a des enjeux de vie, où est-ce qu'il y a des enjeux de toutes sortes. Je prends l'exemple on est au mois de février, il fait -30. Ben, je reçois un appel, j'ai une responsabilité envers cette personne-là. Et ce n'est pas seulement que d'un point de vue judiciaire, j'ai une responsabilité humaine envers cette personne-là comme policier, policière qui répond à ça. Mais c'est encore une autre fois le corps policier qui doit se présenter. Est-ce que mon référencement, il va où? Qu'est-ce que je dois faire? Tantôt, Guillaume le mentionnait là, dans les différents policiers qui a été en entrevue dans sa recherche. Les policiers, ils disent, ben là, est-ce que c'est nécessairement nous qui devons faire ça? Ben, la réponse, je pense qu'en partie, elle est là. Non, je ne pense pas que c'est nécessairement toujours le policier, mais par contre, à des moments très pointus, ben, nous sommes dans les acteurs les plus importants ou les plus présents dans notre société et on a une rapidité de réponse qui est là. Fait que c'est sûr que normalement, on va travailler à ce moment-là. Fait que, tu sais, mais on voudrait inclure, moi, je travaille énormément sur une concertation, je travaille énormément sur définir davantage, en fait, là, une trajectoire pour être capable de redonner cette responsabilité-là à d'autres, à des moments où est-ce que c'est approprié, puis dans des situations que c'est approprié. Alors, c'est un peu ça, en fait, ce que je dis. Très intéressant. Je te passe le micro, Guillaume, responsabilité citoyenne, si tu as envie de parler de ça. Est-ce que ça nous amène à parler de cohabitation sociale? Je ne sais pas. Guillaume, 2 minutes, puis après ça, Bernard, 2 minutes, puis après ça, question de la salle, si ça vous va. Oui, ben, c'est une question intéressante. Puis pour la cohabitation, je pense que Caro, tu aurais une expertise aussi pour nous en parler. Moi, justement, je reviens sur qu'est-ce qu'on attend du citoyen, puis quelles sont les représentations, hein? On va parler de représentation sociale en sociologie, du système de justice. Quelles sont les représentations sociales qu'on a de la justice, de ses effets, de son pouvoir société. Puis je ne le vois pas juste chez les citoyens, je le vois chez les intervenants aussi du réseau, les intervenants psychosociaux, qui ont des attentes vraiment comme ça face au système de justice puis à ses effets thérapeutiques. Et dans les faits, nous, on constate que ça a des effets beaucoup plus délétères que sinon pour les personnes. Donc, c'est un peu de recadrer les attentes face à un système de justice. C'est pas parce que le mot justice qui produit de la justice, pour rappeler mes premières fiches. L'autre chose aussi, c'est tant qu'on aura une lecture de l'agent rationnel, en fait, cet individu-là qui commet un délit en sachant les conséquences de ses actes, ben, on passe à côté complètement de la problématique dont on discute aujourd'hui. Comme Bernard le disait, c'est des petits délits souvent. C'est des délits de subsistance, c'est des délits d'impulsivité, c'est des situations de dérangement plus que de criminalité, en fait. Fait que les personnes sont dérangeantes et non tant délinquantes.
Et quand on arrive avec notre représentation très carrée de ben, il a franchi la limite, il faut sanctionner, il faut responsabiliser, puis on va avoir un discours dans le système de justice pénale sur la conscientisation par la punition. Bon. Les effets pour ces personnes-là, c'est totalement abstrait. Le système de cours, qui soit en accompagnement santé mentale, c'est un peu mieux, ou en accompagnement, peu importe les services spécialisés, évidemment, il y a un visage plus humain, un traitement. Je pense que les personnes comprennent mieux un peu l'intentionnalité derrière, mais les délais sont énormes. Je suis pas sûr que ça produit beaucoup de sens, en fait, pour les personnes, ce processus-là. Il y a une grande confusion dans le labyrinthe, justement. Puis, moi, j'ai accompagné quelques personnes en cours qui sont sorties de la salle de cours après avoir plaidé coupable en disant ah, je sais pas trop de quoi j'étais accusé, mais ça me tentait pas d'embarquer là-dedans parce que là, je suis confus entre cette cause-là et cette cause-là. Fait que oui, je plaide coupable, on verra. Donc, ça en dit long sur aussi notre capacité du système à donner du sens à ce qu'il produit et la déconnexion entre l'intentionnalité de produire de la justice puis les effets réels sur les personnes. Merci. Bernard, intentionnalité, réseau, Oui, effet? il y a comme encore, on est pogné avec l'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire de parler de ce qui est au début versus à la fin du système. Puis pour moi, il y a des réponses dans les deux côtés. Mais c'est sûr qu'au niveau de la cohabitation sociale, on a atteint une. Qu'est-ce qu'on dit aux citoyens de qu'est-ce qu'il doit faire s'il voit une personne itinérante et tout? On lui dit d'appeler le 911. Ils entendent parler des équipes mixtes. Ils entendent parler des leviers qu'il y a. On ne parle peut-être pas, ou on en parle beaucoup du sous-financement, par exemple, de l'aide, de l'intervention d'aide, mais elle a ses effets sur toutes les facettes qui ne sont pas données. On n'a jamais vu autant de policiers dans les espaces publics aujourd'hui. Donc, on associe automatiquement le modèle. C'est comme si on disait, ah oui, il ne faudrait pas que la police intervienne, mais c'est la police qu'on voit toujours le plus aussi. Puis, tu as raison, Laurent, que dans une perspective d'intervention rapide, c'est sûr qu'un policier va être beaucoup plus rapide sur le piton à se rendre sur place que n'importe quel autre acteur. Mais on nourrit aussi de façon directe et indirecte un peu cette façon de faire ou cette façon de voir par le citoyen. Puis quand je parlais de moyens, mais ça, je voulais en parler plus dans ma proposition, mais même quand on parle des programmes sociaux à la Cour aujourd'hui, il faut, quand on discute comme intervenants sociaux avec les personnes de la Cour, il faut dire, c'est bien beau, vous voulez que la personne améliore sa situation, se trouve un logement pour travailler sa stabilité résidentielle, puis en échange, vous allez baisser son fardeau judiciaire, mais si on n'est pas capable de lui trouver des logements, si elles n'ont pas suffisamment de ces ressources d'aide qui sont nécessaires. Je trouve ça plate de faire le rabat-joie qui ramène toujours la question des moyens, mais pendant qu'on a investi dans différents projets très spécifiques, puis il faut aussi coller sur de l'intervention policière à travers les équipes mixtes, entre autres, mais aussi même en créant même nos propres programmes, on a de moins en moins de services peut-être qui sont nécessaires, qu'on peut offrir. Fait que même cette notion de fast track que sont les programmes, c'est assez limité dans la mesure où même les acteurs qui sont sur place n'ont pas nécessairement toujours tous ces leviers-là. On se dépatouille là-dedans, comme on disait tantôt. Je pense que tout le monde essaie de se dépatouiller là-dedans, mais c'est vraiment pas un truc facile. Puis notre notion d'aujourd'hui est ancrée vraiment dans ça. Merci. Merci pour ces éléments de discussion-là. On serait rendu dans la dernière partie de notre midi où on vous laisse le micro à vous, personne de l'audience. Je vous invite à lever la main en premier pour qu'on puisse voir, là, pour vous donner le tour de parole. Questions, commentaires, éléments de discussion, réactions? Il y avait, Facile comme ça, oui? en fait, Caroline, je ne sais pas si tu vois les questions dans le chat. Il y a Mathieu qui a posé une question, qui est organisateur communautaire au CIUS de l'Estrie, qui pose la question: quelle est la place des travailleurs de rue dans le nouvel écosystème des interventions de proximité, policiers communautaires, équipe CIUS 6 spécialisée, etc. Je ne sais pas si, Mathieu, vous êtes encore dans la salle, si vous voulez élargir le propos. Oui, je suis là. Je suis désolé. Ma barre m'empêchait de reprendre possession de mon micro. Ben oui, chez nous, on est à mettre en place un petit comité d'intervention terrain parce que tout le monde est un peu désœuvré et impuissant là,
consultants des policiers communautaires, on a un médiateur urbain, on a des travailleurs de rue, chacun de son côté, puis on se demande quoi faire, on cherche des solutions. Puis on va travailler sur un comité comme ça d'intervention terrain mixte. Mais il y a une question qui n'a pas été abordée aujourd'hui, c'est on a parlé des policiers, on a parlé peut-être des intervenants plus santé, mais je me demandais du travail de rue aujourd'hui, là, c'est par rapport à il y a 20 ans, c'est quoi sa place, puis c'est quoi est-ce que le cadre de référence au niveau de la collaboration est encore efficace, est encore pertinent? Est-ce on sent qu'on a besoin d'intervention de proximité, un peu à la façon dont le travail de rue le fait, mais le travail de rue ne se laisse pas instrumentaliser comme ça non plus. Donc, comment est-ce qu'on a des exemples positifs où ça fonctionne bien entre ces différents intervenants-là, puis on arrive à quelque chose de constructif plutôt que les mêmes silos là, qu'on a habituellement? Est-ce que quelqu'un veut reprendre? Bernard, tu as ouvert ton micro? Ben, c'est sûr que je pense que le travail de rue est malmené actuellement. Les enjeux sont considérés les travailleurs de rue comme travaillant spécifiquement en santé publique. Puis l'approche n'est pas nécessairement visant cette approche spécifique de travail de rue qui est très inclusive, qui, à l'inverse de l'action policière, se déroule sur du très long terme dans les espaces publics. Je ne doute pas qu'il y a des très bonnes collaborations qui se font, mais actuellement, on n'est pas dans l'augmentation du nombre de travailleurs et travailleuses de rue dans la rue. Puis il y a des questions fondamentales qui sont posées sur ça, sur les objectifs de qu'est-ce qu'on finance finalement pour venir en aide aux populations marginalisées. Puis je le dis au passage, mais je ne suis pas un policier ou je ne suis pas sur le terrain au quotidien, mais je veux dire, en milieu judiciaire, l'approche que je vous décrivais tout à l'heure, des valeurs fondamentales qui m'apparaissent très importantes pour mettre vraiment au centre la personne judiciarisée, la personne marginalisée, ben, l'approche du travail de rue coïncide tout à fait avec ça. Mais effectivement, comme tu le dis, Mathieu, c'est une approche qui est particulière, puis qui ne va pas toujours nécessairement fonctionner facilement dans un contexte de concertation. C'est sûr que ce ne sera pas simple. Par contre, c'est du travail à long terme avec les personnes qui est totalement dans une notion de ce que j'appellerais du volontariat pur des personnes. Mais, merci beaucoup. Il y a quelqu'un dans le chat qui a donné un exemple là, au Saguenay de collaboration de police et travail de rue, là, ça pourra, donc je vais aller voir ça. Merci, c'est apprécié. Maxime Dion, tu as levé la main. C'est juste pour remercier le monde qui sont venus présenter leur point. J'aime bien ça, les affaires qui font des fois des débats, tout ça, de société. Fait que je trouve ça super intéressant, les 3 points de vue. Merci à vous. C'est juste ça. Merci. Moi, je serais peut-être intéressée à vous entendre. Je parlais avec Ariane Brisson de l'Anonyme la semaine dernière, puis elle me disait on essaie de faire des rencontres entre personnes citoyennes et personnes qui habitent la rue pour justement essayer de trouver des moyens pour comment on fait pour dénouer ces tensions-là dans la cohabitation. Puis elle me disait objectivement, il y a un banc dans une ruelle ou il y a un banc dans une rue, puis il y a quelqu'un qui fume du crack en dessous de ta fenêtre. C'est un irritant majeur. C'est objectivement un irritant. En même temps, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas de lieu d'intimité, qui se retrouvent à vivre leur intimité dans l'espace public, puis c'est une atteinte à leur dignité à ces personnes-là. Peu importe qu'on s'intéresse à la question des drogues illicites, on met cette question-là de côté. OK? Je pense que c'est pas ça qui est intéressant. Comment qu'on fait? Puis elle disait, on essaie d'amener les personnes à dire oui, effectivement, tu peux bien fermer ta fenêtre, mais je veux dire, il y a quand même quelqu'un qui fume quelque chose que tu n'as peut-être pas envie, toi, de fumer dans ta maison ou d'exposer tes enfants à ça. Et puis, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes qui ont droit d'exister, qui ont droit à la ville? Puis ça, je pense que la question du droit à la ville, elle est sensible. Qui a le droit à la ville? Qui a le droit à l'espace public? Pourquoi qu'on conçoit l'espace public comme étant un espace de transit et qui devient, donc, quand tu n'es pas en transit, l'objet constant d'interpellation, puis dans sa forme extrême de judiciarisation? Question à 1000 $? C'est une excellente question. La notion de dire que la personne, en fait, n'a pas cette
cette vie privée-là entre quatre murs que nous avons tous, mais que sa vie privée est exposée à tout le monde à l'extérieur, est une notion, et je parlais pour moi professionnellement, qui m'a pris en fait quand même un petit bout de temps à conceptualiser, puis à reconnaître et à comprendre que dans le fond, il faut, euh, il faut avoir cette marge de compréhension et de manœuvre lorsqu'on aborde les gens dans des situations où est-ce qu'ils n'ont nulle autre place pour faire ce que la majorité font à l'intérieur, complètement tu sais, sous le regard de personne, ils font eux sous le regard de tous. Comme policier, par contre, notre travail est de départager la situation. J'ai un plaignant, puis je sais qu'on en discute souvent. J'ai un plaignant et il y a une partie de la population qui dit oui, mais est-ce qu'on se doit obligatoirement de répondre à la demande du plaignant? Ben, j'ai quand même une obligation de lui donner une réponse intelligente à ce plaignant-là. Et j'ai une obligation, je crois, professionnelle, de donner une réponse aussi intelligente à la personne qui fait cet acte-là en plein milieu et devant tous. Euh, mais ce qui est toujours difficile comme acteur, comme policier, parce qu'on est un acteur dans notre société, c'est est-ce que je demande à la personne de quitter les lieux? Fait que je commets en fait, je commets moi-même en fait quelque chose d'épouvantable où est-ce que je chasse la personne d'un endroit qui, en fait, elle a venu de l'autre autre place où elle est pour le bien-être d'une personne ou est-ce que je la laisse continuer à faire ce qu'elle fait là et je dis au plaignant, ben, écoutez, vous allez devoir être tolérant et vous allez devoir comprendre le phénomène et ben, rappelez-nous. Tu sais, c'est une position comme policier qui n'est pas facile. On a de plus en plus la capacité et les acteurs dans notre milieu de pouvoir mieux comprendre le phénomène de l'itinérance et on a de la formation, etc., etc. Et on est tous, on est capable de le voir. Mais il reste quand même qu'en bout de ligne, euh, et c'est ça qui est difficile, c'est que je dois répondre en fait à une demande de quelqu'un. Mais comment je réponds à cette demande-là? Et c'est là, en fait, où est-ce que ça devient complexe. Et tout dépendant de, tu sais, Bernard va dire, tu sais, de l'infraction, du pourquoi, ben, est-ce que c'est un délit mineur? Est-ce que c'est un problème de comportement? Est-ce que c'est un problème tout simplement parce que la personne est en mode de survie? Tu sais, on n'a pas parlé, on n'a même pas effleuré le thème des campements, mais imaginez là, le thème des campements, imaginez les tentes, imaginez là, de dormir à l'extérieur. Après ça, il y a une panoplie en fait de comportements sur lesquels on doit se pencher continuellement à savoir quelle est la meilleure réponse et la meilleure solution pour l'appel auquel nous, policiers, policières, on est demandé de répondre. Voilà. Pose vraiment toute la question, Caroline, de la participation citoyenne. Je pense que le cas de la personne en situation d'itinérance qui va s'asseoir avec une personne, moi, je le mettrais devant une caméra pour qu'il le montre aux autres parce que déjà, je pense que c'est deux personnes qui sont excessivement sensibilisées. C'est-à-dire que tu as une personne en situation itinérante qui est prête à parler à un citoyen ou une citoyenne, puis tu as la citoyenne qui, elle, est prête à l'écouter, ce qui est déjà beaucoup mieux que la majorité des citoyens qui en ont juste ras-le-bol des personnes sans abri. Fait que moi, je multiplierais ces occasions-là pour que des citoyens se parlent comme ça dans un espace qui est le leur et qu'ils montrent à quel point il y a comme s'il n'y a pas possibilité tant que ça de cohabiter, au moins de s'expliquer comment chacun le vit. Sinon, c'est qui l'acteur qui le fait? Est-ce que c'est la ville? Laurent ne peut pas le faire au quotidien trop dans son travail parce qu'il y a les contraintes qu'il vient d'exposer de façon que je comprends tout à fait. Après ça, c'est peut-être pas le rôle de Laurent. Après ça, c'est quoi le message qu'on envoie à la situation? Je pense entre autres à l'EMIS à Montréal, qui est une espèce d'équipe pas multidisciplinaire, mais sociale qui intervient justement, qui répond entre autres aux appels de 911, va aller répondre sur place. C'est quoi le message qui est lancé autant au plaignant ou à la personne qui vit ça que ce que la personne elle-même, que la personne qui serait en situation d'infraction ou en tout cas qui est en train de déranger et tout. C'est vraiment difficile. Moi, je pense que la solution, en fait, c'est de multiplier des occasions de montrer des gens qui se parlent pour un peu alléger la situation. Sinon, je pense qu'il y a nos autorités qui ont le devoir de
de parler dans une posture de sensibilisation. Puis nos autorités, souvent, ce qu'elles font, ah, mais on fait ça, ou on finance ça, ou on fait. Bien, pendant ce temps-là, pendant que tu dis que tu finances, tu n'es pas en train de dire comment toi, tu t'attends comme élu ou comme responsable que tes citoyens se parlent et communiquent entre eux. Et l'autre enjeu, des fois, dans ces cadres-là aussi, même, puis là, je ne parle pas que pour ma paroisse, là, parce que moi, je suis très pro-participation citoyenne, c'est que des fois, dans des moments où on voit ça, puis qu'on voit la belle personne qui est capable de s'exprimer devant la caméra, non seulement capable de s'exprimer, ce qui n'est pas le lot de beaucoup de personnes en situation d'itinérance, de bien capable de communiquer. Et l'autre chose, c'est que ça amène les gens à se dire, cette personne-là, c'est une bonne personne itinérante. Elle ne doit pas être dangereuse ou dérangeante, comme la personne qui est dans ma cour, chez nous, qui, elle, est vraiment fatigante, qui crie, qui ci, qui ça, qui est toute pas ce que l'autre personne est. Fait que même, il y a l'effet pervers quand on fait de la participation citoyenne, de créer cette dichotomie bon, mauvais, pauvre, bon, mauvais, itinérant ou itinérante. Fait c'est là où tout ça. Mais moi, oui, vivement que oui, on en mette aussi de l'argent et des opportunités pour que ça soit. T'sais. Puis aussi vivement des Caroline Grimard, professeure de travail social, qui va se promener avec des journalistes pour nous montrer les lieux inclusifs dans les villes, dans nos villes aujourd'hui. Les aménagements, comment ils ont été réfléchis pour que ça fait partie de ces réponses-là. Ça fait bien mieux d'entendre parler d'espace public quand tu viens montrer comment l'aménagement urbain peut être fait de façon positive pour les personnes que simplement de parler des Christie de problèmes, puis qu'on est toujours dans une résolution de problèmes, puis qu'on n'a pas assez d'argent pour financer toutes les ressources qui seraient nécessaires. Marchons dans la ville, marchons vers les personnes. OK, Mathieu, Maxime, puis après, je passe le micro à Rachel, puisqu'on doit terminer techniquement à 13h. Donc, Mathieu. Ma question, ça va être peut-être plus pour Caroline ou Laurence. En matière de cohabitation sociale, je me demandais si, d'après vous, on n'arrive pas au bout d'une certaine limite là, après avoir exploré des stratégies de répression, puis maintenant des stratégies d'adaptation. J'ai l'impression qu'il y a comme l'éléphant dans la pièce, c'est comme le non-respect du contrat social, du fait qu'on devrait fournir du logement à tout le monde, puis qu'on ne le fait pas. C'est difficile après de leur dire, vous respectez pas les normes sociales dans le partage de l'espace public, donc allez-vous-en ou utilisez, consommez pas en plein air, faites pas de psychose en plein air, c'est pas la place pour. C'est difficile de leur dire ça quand de l'autre côté, nous, on n'a pas bâti les appartements, les logements sociaux, les maisons de chambre, qui devraient héberger nos plus marginalisés ou les gens qui vivent des situations de crise temporaire ou chronique. Alors, j'ai chacun un cul-de-sac, là. J'aurais besoin d'un petit coup d'espoir là, par rapport à ça. Parce que chez nous, on est allé vraiment loin. Là. J'étais à Granby là, au niveau de l'adaptation puis de la tolérance. Puis on est au point de bascule présentement. Là. On sent que les citoyens en ont plein leur chapeau, puis nos policiers décrochent, etc. Je ne sais pas, Laurent, si tu veux parler, mais moi, je pense qu'on a vraiment une responsabilité dans la même veine que Bernard, surtout les personnes, je pense, qui viennent du milieu du travail social, de l'action collective, citoyenne, communautaire, de travailler les infrastructures sociales. Puis ça, pour moi, ça passe par les parcs, par les bibliothèques, par les piscines. On a plein de choses à faire pour travailler dans la collectivité, le dialogue. Puis je pense que quand on arrive à travailler auprès des personnes en situation d'itinérance, qui sont, je pense, les figures les plus exclues de l'espace public et de l'espace intérieur privé, on arrive à rattraper d'autres populations qui vivent aussi des enjeux par rapport à la mobilité socio-spatiale, par rapport à l'accès. Oui, moi, en fait, vraiment, oui. Excuse-moi, je voulais juste ajouter que le problème de cohabitation maintenant à Granby, centre-ville, c'est aussi des personnes qui vivent dans des trop petits logements, qui font le party dans la rue. Ce pas nécessairement des itinérants aussi, donc ils boivent en public, qui consomment dehors parce que dans leur appartement, c'est pas confortable pour le faire. Donc, il y a vraiment, en tout cas, des enjeux de cohabitation sévères là, liés avec la crise sociale qu'on traverse. Donc, c'est pas juste l'itinérance non plus, là. C'est plus large maintenant. C'est sûr. Je pense qu'on est dans un ressac post-pandémie, mais ça, je pense que c'est un autre sujet. Maxime, tu as une minute, puis après, on passe la parole à Rachel. Mathieu, je vais te mettre dans le chat, je vais vous mettre pour tout le monde un catalogue sur des pratiques d'aménagement. C'est un autre univers. C'est des pratiques d'aménagement, architecture et itinérance, puis qui veulent promouvoir aussi le bon, le beau, en termes d'aménagement d'espace intérieur et extérieur, justement pour shifter un peu notre regard. Je voulais peut-être juste dire, Caroline, à Mathieu qu'il ne se sent pas tout seul à Granby parce que Montréal vit
aussi le phénomène de personnes qui sont à risque de devenir itinérants, qui sont dans des logements, mais qui font à ce moment-là certaines périodes à l'extérieur. Alors, honnêtement, il faut, je dirais, on est aussi dans cette réflexion-là à Montréal, dans certains secteurs qui va plus vers l'est, qui sort du centre-ville de Montréal, à se poser la question comment est-ce qu'on va et comment est-ce qu'on doit gérer en fait ce nouveau phénomène-là auquel on n'était pas habitué auparavant. Parce que normalement, les personnes en situation d'itinérance, ben, ils n'avaient pas de logement. Mais là, je suis confronté en fait aujourd'hui, je peux vous dire, comme conseiller en fait stratégique, j'ai des personnes qui sont à risque de devenir itinérants, qui sont dans nos espaces publics, qui les occupent, mais qui ont un logement quand même. Ce n'est pas la majeure, évidemment. On parle de quelques personnes, mais c'est quand même un phénomène auquel moi, je ne pensais pas travailler et que là, j'y travaille dessus, là. Merci tout le monde. Rachel, le mot de la fin? Merci beaucoup. Merci énormément, Caroline, pour cette animation de maître. Merci aux invités, Laurent, Bernard, Guillaume, pour la richesse, la pertinence, la profondeur de vos contributions avec un cadre pas si évident comme on le mentionnait au départ. Thème complexe avec peu de temps pour le traiter. Puis vous avez réussi à adresser un bon survol, en fait, et j'espère stimuler des réflexions. C'est ce qu'on souhaite. Je vois que le chat semble être d'accord avec ce que je dis, puisqu'il y a plusieurs personnes qui soulignent avoir apprécié la qualité, en fait, de ce dîner. Donc, vous allez recevoir dans vos boîtes courriels, c'est dans le chat aussi, un formulaire de rétroaction. On insiste sur ce point parce que ça met le terme à notre programmation de 2023 des dîners d'apprentissage et on est justement en train de réfléchir au lancement d'une programmation de dîner pour 2024. Alors, si vous avez des suggestions à nous faire, c'est le moment. On les lit avec beaucoup de sérieux, justement, pour qu'on soit en adéquation avec ce que les gens nous disent en termes de besoins, puis d'observation et de questionnement. Et j'ai mis aussi dans le chat la liste, en fait, pour accéder à l'ensemble, en fait, de nos dîners antérieurs, si vous voulez les consulter en différé. Ça peut être d'intérêt pour plusieurs d'entre vous parce qu'évidemment, parler d'un thème, c'est pas des frontières complètement perméables, tout ça, donc c'est très poreux. Puis vous allez évidemment pouvoir trouver réponse à vos questionnements ou du sens derrière vos questions en visionnant les autres dîners d'apprentissage. Alors, je crois que c'est tout. Merci à toute l'équipe du Crémis.